que ça veut dire? C'est en 1972 que le terme racisation apparaît pour la première fois dans la littérature. C'est dans l'idéologie raciste, genèse et langage actuel, un ouvrage de l'anthropologue et sociologue française Colette Guillaumin. Racisation, donc, est un néologisme duquel est dérivé le mot racisé, qui est de plus en plus employé dans le langage populaire. Personne ne comprend vraiment le sens que l'on devrait attribuer à ce mot. Plusieurs d'entre nous, comme vous, Anne-Marie Cadieux, vous le disiez, lorsque vous êtes arrivé sur ce plateau, le trouvent assez laid. Je n'aime pas ce mot, bien oui. qu'il désigne quelque chose de utile, mais en fait, je trouve pas que c'est un mot... Puis on a de la difficulté à comprendre quand il est bon de l'utiliser et quand il est pas bon de l'utiliser. Alors, pour mettre fin à cette incompréhension, nous accueillons sur ce plateau de nouveau Rachad Antonius, sociologue et professeur au département de sociologie de l'UQAM. Rachad, racisé, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour comprendre le mot racisé, il faut faire un petit retour en arrière. Oui. Il faut comprendre c'est quoi le racisme, comment il a évolué et pourquoi le mot racisé est devenu nécessaire à un moment donné pour désigner un racisme sans race. C'est parce que le racisme classique est basé sur un certain nombre de présupposés. Alors le premier, c'est que qu'il y a des races humaines, c'est-à-dire qu'il y a des différences fondamentales entre les individus, que ces races humaines se manifestent par des aspects physiques, alors oui. essentiellement la couleur de la peau, mais des fois la forme du crâne, la forme du visage, les yeux, oui. les yeux, tout ça. Que ces différences physiques, et c'est là qu'on commence à rentrer dans une zone un peu délicate, que ces différences physiques dénotent des différences morales ou intellectuelles. Hein, c'était ça, le racisme a été fondé sur ça, et que avec cette histoire de différences intellectuelles et morales, il y a une hiérarchisation des groupes humains en fonction de cela. Et cette hiérarchisation justifie et rend légitime l'esclavage, par exemple. L'esclavage, oui. le racisme, la domination, l'exploitation. Alors ça a été, disons, cette compréhension de la race et du racisme a été dominante jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, évidemment, la Shoah était en principe inspirée d'une conception de la race supérieure. Là. Exactement. Oui. Et c'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale que déjà avec l'UNESCO a commencé à remettre en question la notion de race et que l'idée a fait son chemin. Alors en 1972, il y a eu un tournant un peu avec les travaux de Colette Guillaumin que vous avez oui. mentionnés, parce qu'elle, ce qu'elle a montré, c'est qu'au fond, le racisme a précédé la conception de la race. Il y a eu des rapports de domination, d'exploitation, d'esclavage. Quand l'esclavage a eu lieu, c'est pas parce qu'il y avait du racisme. Les gens ne pensaient pas aux Africains comme une race différente. C'est la colonisation qui a amené ça. C'est le pouvoir, en fait. C'est les moyens, c'est l'argent. Et la notion de race est venue comme légitimation de rapports de domination. Alors, quand on s'est mis à contester ça, et que les recherches ont démontré qu'il n'y avait pas vraiment de race, que c'est une notion inventée, que les êtres humains se ressemblent beaucoup plus, qu'ils partagent 99,9% de leur gènes, et ainsi de suite. Mais il est arrivé un autre phénomène à ce moment. Avec la fin de la décolonisation, les flux migratoires, c'est ça, ont changé de direction. Pendant la colonisation, c'est les Européens blancs qui allaient dans le reste du monde et qui s'installaient ou qui contrôlaient sans s'installer. Donc, alors après la décolonisation, il y a eu des populations des zones dites colonisées du tiers-monde qui venaient vers l'Europe, et donc la confrontation avec la différence est continuée. Et il y a eu des actions de rejet, donc des éléments qui ressemblaient beaucoup au racisme, c'est-à-dire que le rejet, d'abord la supposition d'une différence fondamentale, mais basée sur la culture cette fois-ci. On ne disait pas c'est leur biologie qui est différente, on disait c'est leur culture qui fait qu'ils peuvent pas s'intégrer, ils peuvent pas s'adapter. Oui. Alors il y a eu ensuite un regard posé sur ces autres-là qui les assignait à leur identité. C'est avant tout en tant que noirs, africains, asiatiques, arabes, ainsi de suite, qu'on voyait les gens. Et c'est comme si toutes les personnes qui relevaient de ce groupe se ressemblaient. Ça veut dire l'appartenance à ces groupes était beaucoup plus importante que l'individualité des gens. Mm-hmm. Alors que pour le regard des dominants, c'est leur individualité qui était dominante. Et donc, il y a eu une hiérarchisation et des discriminations. Mais tout ça sans qu'il y ait la notion de race, parce qu'on l'a contesté. On savait que les races biologiques n'existaient plus. Alors, comment nommer ces processus qui assignaient des gens à des groupes
infériorisé qui justifiait la discrimination, ben, c'est là que Colette Guillaumin et d'autres entre en scène avec le fameux mot d'abord, avec le mot de racisation, qui est un processus qui assigne les gens à un groupe et qui justifie des rapports de discrimination, un regard un peu condescendant sur les autres, ainsi de suite, bien qu'il n'y ait pas de race. Donc, le mot racisé a été rendu nécessaire par le fait que tout le monde est d'accord que biologiquement, les races humaines n'existent pas. Et que c'est un regard qu'on pose. Et alors voilà, c'est avant tout un processus qui découle de ce regard et qui légitime d'une certaine façon des discriminations. C'est un mot qui est employé en anthropologie, en sociologie, qui veut dénoncer une position raciste, mais on a l'impression que c'est un mot à connotation péjorative. Nous, dans le langage courant, on hésite à employer ce mot-là. Oui, mais dans les milieux de l'anthropologie, de la sociologie, on a commencé à l'utiliser dans les années 80. 90, c'est devenu assez commun. En 2002, on ne peut plus rien écrire sans employer ce mot. On l'entend dans quel contexte, par exemple? Donnez-nous un exemple. Pour parler des inégalités qui ressemblent au racisme, qui sont fondées sur la différence des cultures. Alors, avant d'en arriver à ce mot, il y a eu d'autres mots semblables. Le mot racisme différentialiste, par exemple, a été beaucoup utilisé. C'est le jargon. C'est long un peu. C'est le jargon. Oui. Ou bien néo-racisme. Néo-racisme et racisme différentialiste. Par rapport au post-colonialisme. Expliquer que c'est des rapports qui ressemblent au racisme, mais sans qu'il y ait de race. Vous voyez, sans qu'on reconnaisse qu'il y ait de race. Et donc, tous ces mots-là visés. Alors, là où le problème se pose, c'est que c'est clair qu'il y a des processus de racisation qui assignent aux gens, mais si on pense au groupe racisé comme un bloc, là, on retombe dans une essentialisation des êtres humains, que ceux-là sont fondamentalement blancs, donc fondamentalement privilégiés, fondamentalement racistes, ceux-là sont noirs, donc ou d'autres cultures, hein, parce que la peau continue à jouer un rôle majeur, mais la culture joue un rôle majeur aussi. Ces temps-ci, c'est plus la religion, avec l'islam et l'islamophobie. Et terme d'ailleurs qu'il faut contester. L'islamophobie? Oui, on verra pourquoi. Ça sera la vedette d'un autre segment. Oui. Et alors donc c'est tout ça qui est en jeu. C'est une façon de mettre le doigt sur le bobo, de lutter contre les inégalités et de faire reconnaître les privilèges de ceux qui ne sont pas racisés. Rachad Antonius, on va placer les références des livres qui ont pu nourrir votre réflexion autour de cette redéfinition du mot racisé, dont racisme et antiracisme au Québec, discours et déclinaison de Micheline Labelle. Voilà, sur notre site web. Merci beaucoup, Rachad Antonius. Merci.